Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de nos expériences personnelles et notre immigration au Canada. Nous sommes tous les quatre des Français qui nous sommes expatriés il y a plus ou moins longtemps et nous allons partager avec vous nos retours d'expérience sur ces quelques années ici sur le territoire canadien et plus précisément au Québec. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va ? Salut Florian. Super. Attends, je finis mon chocolat. Bon, aujourd'hui un épisode Alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous les quatre. On va parler un petit peu d'immigration. On est tous venus d'un autre pays, de la France, et on est arrivés tous les quatre à Montréal. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un peu de savoir comment ça s'est passé, ce déménagement, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez emmené. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas l'image, je vois Thomas qui est en train de sourire, qui est en train de préparer ses réponses, parce que comme vous le savez, Thomas est assez, c'est un peu un acheteur compulsif, donc je me doute que sa réponse va être très différente. De chaque début de podcast, ça va être ça en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as acheté, Thomas ? Donc ouais, en fait, ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes arrivé ici, avec quoi parce que j'imagine que quand on démarre, quand on prévoit d'emménager dans un nouveau pays, c'est un peu comme si on redémarrait un petit peu sa vie, quoi. On repart à zéro. Donc voilà, comment ça s'est passé ? Je sais qu'Abdel, toi, t'es là depuis le plus longtemps. Raconte-nous un petit peu cette histoire. J'ai fait le saut en 2007 en fait. 2007, ok. Ouais, j'avais commencé déjà à prospecter en 2005. J'ai fait quelques voyages au Québec, j'ai regardé un peu si ça m'intéressait ou pas. Et j'ai fait le saut seulement en 2007. Donc la façon... ça s'est passé à travers une résidence permanente. J'avais fait la demande en fait. À l'époque, c'était vraiment très simple. Je pense Tu l'as demandé direct en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, j'avais fait la demande, je vais vous dire exactement, c'était fin septembre et février, j'avais déjà ma résidence permanente. Oh my god. Donc ça fait déjà... Je les compte en hiver, moi. Donc là, je suis à mon 15e hiver cette année. Quand tu as pris l'avion pour venir ici vraiment de façon définitive, Ouais. au moins pour quelques années, Je me rappelle très bien, ouais. comment tu as préparé ton départ ou ton arrivée ici, j'ai envie de dire ? Ouais, bah moi, j'ai une relation très particulière avec mes objets, avec mes trucs. Donc j'avais envie d'emmener tout ce que j'avais. Donc comme j'ai dit, j'avais fait plusieurs voyages. Et j'avais préparé des valises et j'avais fait déménager mes valises. À l'époque, il y avait une compagnie aérienne qui permettait d'avoir 2 valises et on pouvait acheter 2 valises supplémentaires pour un coût qui était vraiment pas très cher. Et j'avais fait, je pense, entre juin et septembre. T'es parti avec 4 valises. Plus que ça, parce que j'avais fait 2 voyages. J'imagine que tu n'as pas fait trop de tri, tu as emmené tout ce que tu pouvais et puis voilà. Bah, je sortais de ma vie d'étudiant. Ça faisait pas longtemps que je sortais justement de ma vie d'étudiant, donc j'avais pas beaucoup de propriétés, on va dire, beaucoup d'objets. Mais je suis parti avec tout ce que j'avais, avec tous mes vêtements, avec mes ordinateurs, puis voilà quoi. Mais à aucun moment, la question de la sélection des objets s'est présentée. Tu as tout mis dans ta valise, Ouais, t'es parti, que ce soit le matériel tech et tes vêtements, etc. Ouais, c'est ça, j'ai laissé les fourchettes, j'ai pas pris ça quoi. Ouais. Non, j'ai fait un tri et puis j'ai décidé de garder certains vêtements et mes ordi, et puis je suis parti avec mes trucs. Et justement, il y a une question aussi, d'un point de vue électronique, on n'a pas les mêmes prises ici qu'en France, pas le même voltage, etc. etc. Est-ce que tu y as pensé ? Est-ce que tu avais prévu des adaptateurs ? Est-ce que certains produits ne fonctionnaient pas en arrivant ici ? Ouais, très bon point. Bah, j'avais acheté des adaptateurs et j'ai utilisé mes appareils pendant les 2 années qui ont suivi jusqu'à ce que je sois capable de tout remplacer. Et puis voilà quoi. Toi, Julien, ça s'est passé comment ? T'es arrivé en quelle année déjà ? Enfin, tu as fait 2 voyages, ouais. si je me rappelle bien. Comment, dans les 2 cas, comment ça s'est passé ? Alors moi, comment ça a fonctionné ? Le Canada, ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Et quand je me suis orienté vers des études d'ingénieur, je savais qu'à la fin des 3 ans, il y avait un stage à l'étranger. Donc moi, je m'étais préparé un petit peu à partir là-bas. Et je travaillais pour RTE, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec ici. Donc je travaillais sur les réseaux électriques. Et j'avais trouvé les équivalents de RTE dans toutes les provinces et les territoires du Canada. Et j'avais appliqué dans toutes. Au complet, genre Alberta, Nouvelle-Écosse, Yukon, ce que tu veux. J'avais appliqué partout.
et j'ai jamais eu aucune réponse, j'ai jamais été embauché, rien du tout. Donc ma mission étrangère, je l'ai fait à Düsseldorf en Allemagne. Ah ouais, Je savais même pas que cette ville existait, mais en vrai, j'ai adoré l'Allemagne et j'ai adoré Düsseldorf. Donc, et puis j'y suis allé même du coup. C'était une belle expérience parce que je m'attendais à rien. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un point important quand tu immigres quelque part. Moins tu vas avoir d'attentes et plus tu as de chances de t'intégrer et d'avoir une belle expérience Très vrai. culturelle. Très vrai, ouais. Et d'ailleurs, c'était un ami à moi qui avait eu la chance de voyager au Québec avec son père, plus jeune, et il m'avait dit que ça avait été, et je me suis toujours rappelé de ces mots, qu'il avait dit que ça avait été la plus grosse claque culturelle qu'il avait pris. Parce que justement, comme ça parle français, il se disait, bon, bah, ça va être comme chez nous, that's it, ça va être vraiment facile. Et en fait, tu réalises que c'est plus des Américains qui parlent français. Alors, c'est pas une insulte, là, on sait qu'au Québec, il y a aussi toute Une culture il y a une complètement c'est culture vraiment vraiment la différente. culture, Donc, quand c'est on pas parle américain. c'est pas une association complète, mais ça reste que quand tu es français, tu réalises bien que les Québécois, c'est pas des Français. C'est plus des Nord-Américains, on va le dire comme ça, mais qui parlent français. Donc voilà, donc ça n'avait pas fonctionné. Alors quand j'ai fini mon stage et que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit ben j'y vais tout seul et voilà. Et je connaissais personne. En fait, c'est pas vrai, j'avais commencé à faire du couchsurfing en Allemagne justement et j'avais eu le contact d'une fille que j'avais même pas rencontrée en vrai, mais elle avait été à Lyon quelques mois et j'avais son contact et elle demeurait à Québec. Catherine, si tu nous entends. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui avais écrit en me disant voilà, on s'est jamais rencontrés, on a plein d'amis en commun, moi je m'en viens au Québec, puis je connais absolument personne. Est-ce que ça serait OK pour toi de m'héberger les premiers jours? Et elle m'a dit oui, absolument, je vais être tellement content, viens à Québec. Mais moi, mon avion, il arrivait à Montréal. Donc je me rappellerai toujours de ça. Je sors de l'avion, puis ça avait été big pour ma famille aussi. C'est pas un move qui avait été fait avant ça, donc c'était vraiment intense. Et je sors de l'avion, j'ai mon sac à dos sur le dos et je me dis OK, et maintenant je fais quoi? J'avais pas prévu la suite en fait. J'avais juste prévu achète ton billet, débarque et voilà, j'avais aucun plan. Donc là, tant bien que mal, j'ai réussi à trouver la gare de bus. Je monte dans un bus, il était genre 9h du soir et de nuit, je me rends à Québec. Puis là, je la retrouvais dans un café étudiant. Alors En là, pleine tempête de neige? non, c'était en septembre. C'était fin septembre, après mon anniversaire. Je voulais faire mon anniversaire en France avec la famille pour marquer le coup et partir après. Et les cafés sont ouverts ici des fois toute la nuit, quoi. Donc moi déjà je me disais ben, les cafés vont être fermés, quoi, elle sera jamais là. Et en fait pas du tout, je suis arrivé dans un café, super ambiance, elle m'a retrouvé là, puis elle m'a accueilli. Et la première fin de semaine, donc je suis arrivé je pense en fin de semaine, elle venait de Forestville. Donc c'était déjà les couleurs d'automne, et elle m'a dit je vais voir ma mère à Forestville, veux-tu venir avec moi? Ouais, ok, let's go, j'embarque. Fait que là, après 3 jours, j'étais déjà dans le fin fond du Québec, à Forestville. Super début de voyage, ça. Super début de voyage, c'était vraiment génial. Et puis tout est parti de là. Donc là, attends, Ça a déboulé. t'es arrivé juste avec ton sac à dos? Juste avec mon sac à dos, Waouh. en PVT. Alors moi pour le coup, j'avais acheté beaucoup de choses pour le voyage. Parce que ce que j'avais était toujours trop gros ou quoi que ce soit. Donc j'avais acheté un petit laptop. Le téléphone, je l'avais acheté ici, je me rappelle, j'avais acheté un BlackBerry parce que je voulais un téléphone canadien. Genre, je voulais tellement m'intégrer. Quand je repense, c'est presque drôle. Et non, c'est ça. C'était donc en PVT. Et, Ok. c'est ça. Et mon sac, je pense que je l'avais raconté dans le premier épisode, il y avait quand même trop d'affaires malgré tout. Ouais. Donc j'en ai renvoyé la moitié en France. Et là, pour le coup, pendant 1 an et demi, je suis resté avec genre une paire de jeans que j'ai... Oh ouais, ça c'est une drôle d'histoire. T'as Après, vu là? non, je te niaise pas. Genre, c'est presque dégueulasse cette histoire. Je sais pas si je peux le dire sur le podcast. Bah vas-y, on Mais t'a commencé. J'avais acheté, tu pourras couper au montage. Si j'avais acheté tu sais, les combis que tu portes proche sur toi, là, les icebreakers. Ouais. Ok. Et je me rappelle que quand je l'avais acheté, je me disais, tu vois, je vais dormir. Je sais pas où je vais dormir. Dehors, je vais camper, je vais dormir chez les gens. Tu sais, je peux pas me permettre de faire trop de lessive et tout. Donc je me suis dit, ce serait cool de trouver des vêtements qui sentent pas trop, tu vois. Et Icebreaker, c'était leur pub. Ils disaient, en fait, il n'y a pas d'odeur. Mhm. Et là, tu as un gars qui a traversé l'océan, il a porté son Icebreaker et tout pendant 3 mois et ça pue pas. C'est ce qu'il dit. Fait que moi, je dis, je vais les challenger, je vais amener des trucs encore plus loin. Et j'ai porté mon chandail, je vous jure que c'est vrai, pendant 1 an, sans le laver. Quoi? Je te jure. Un an? Oh ouais, il tenait debout après. Mais c'était mon pyjama aussi, fait que je lavais le jour et je lavais la nuit. Oh Ah ouais, non, c'était intense. Mais alors, Et attends, quand je te dis l'odeur? minimaliste, eh ben non, pas d'odeur. Alors après, je ouais. l'ai tué. Je pense qu'il était mort. Il pouvait plus rien faire. Mais j'avais ça et j'avais un jean que j'avais acheté, que j'ai porté tout le temps aussi. Et quand je l'ai jeté, c'était 1 an plus tard avec un pote qui m'avait rejoint. On était en Floride. On avait trouvé un jeans dans un magasin. J'ai littéralement jeté mon jeans à la poubelle. Lui, je l'avais lavé une couple de fois, mais je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai mis le nouveau jean.
Tu l'as acheté parce que tu pouvais plus le Il voir. pouvait plus rien faire. Il Ok. était tout troué, défoncé, Pourquoi t'avais pas plus d'habits? parce qu'il faut les porter. Je faisais du. Mais Je tu faisais les du- portes pas tous en même temps. Non, mais je faisais du pouce. Non, 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 Ah, t'as pas de Même valise. l'été, d'accord. t'avais pas Non. un short ou un truc plus court. Non, j'avais un short et j'avais fini par acheter des petits souliers parce que j'avais juste Ah. mes chaussures de randonnée. Donc à un moment donné, Ouais, quand l'été, même. c'était un peu intense. Ouais. Mais non, j'avais presque rien. J'avais un jean, un chandail, un pull. That's it. Et après, une coupe de caleçons, de chaussettes que je lavais à la main régulièrement. Donc ça, à ce niveau-là, j'étais propre. Et puis, j'avais acheté un coupe-vent, mais ça, j'avais acheté sur le tas. Et j'avais acheté un manteau que j'avais fini par laisser après l'hiver. Tu vois, parce que ça, c'est l'enfer. Le manteau de Noël. Le manteau de Noël, ça prend tellement de place. Fait que- Moi, je pense qu'on vient de trouver notre star du minimalisme. Là. Ah ouais. là, Ah, c'est c'était un intense. niveau, hein. C'était intense. Matt Davila, il est à qu'à se rhabiller. Avec... Mais donc ça, c'était pour un voyage d'1 an. C'était pour un voyage qui était censé durer 1 an, qui a duré un peu plus finalement, parce qu'après, je m'amusais. Je passais à la frontière américaine, je revenais, donc j'ai pu cumuler quelques Le tour visas du poteau. touristiques. Voilà, le tour du poteau. Mais Et- t'avais quand même dans l'idée de retourner en France à un moment donné. Alors, oui, Et c'est peut-être sûr. de revenir après, mais Moi, je pense que je voulais vraiment rester au Canada. J'avais rencontré une Québécoise qui... on avait comme décidé que c'était comme pas fair de rester ou en France ou au Québec. Donc, on avait choisi une autre destination et on a vécu à Berlin. Donc, on avait déménagé là-bas. Et c'est après, on a voyagé pendant 6 mois, 1 an, je me rappelle plus exactement. Et là, après, elle était homesick, elle voulait retourner voir sa famille. Et moi, je voulais reprendre des études en photo. Donc, ça a été l'opportunité pour moi de revenir à Montréal donc pour une deuxième fois. Et depuis ce temps-là, je suis resté. et la deuxième fois, t'es revenu avec le même sac à dos ou... Oui, C'est le vrai même. Je l'ai encore en fait. Je l'ai encore. Je pourrais l'amener au prochain podcast si vous voulez le voir. Excellent. Il est extraordinaire, mais j'avais plus de vêtements à ce moment-là, bien sûr. Parce Ok. que là, j'avais quand t'as un endroit où tu peux dropper du stock, déjà, ça change tout là. Mhm. Mais ouais, Moi, je pense que Thomas, il juge. un peu. Hein. Vas-y, Ouais. Thomas, exprime-toi. De quoi? Raconte-nous comment toi tu es. Pourquoi t'as arrivé reculé à ton Montréal. siège? Je me lave depuis, hein, je te jure. Alors, je suis venu en 2018 déjà en vacances. Ok. Déjà, pour prendre un peu le pouls, pour savoir comment ça allait se passer, si le froid ça va et tout. Donc je suis venu en hiver exprès. Quel mois? J'étais venu en décembre. Ok, ça Donc, va. petit hiver, on va dire. Ouais. Et puis j'ai vraiment kiffé en fait. J'ai kiffé les gens, j'ai kiffé vraiment Montréal, la décoration, vraiment tout en fait. Et puis après, je suis reparti. J'ai dit bah, ok, faut que j'y aille. Et c'est là que j'ai engendré toutes les démarches pour pouvoir venir ici. Et ça s'est fait quand même assez rapidement parce que je suis parti après en août l'année qui suivait en fait. Donc je suis parti aussi avec un sac. Quel menteur. Vas-y, c'était un Oui, sac. mais pas que un sac. Attends, mais j'ai pas fini. Et Un une sac. valise à roulettes. Non, Et j'avais un Sherpa qui portait mon frigo. deux valises, Et un conteneur. 2 valises de 32 kilos. 32 kilos. Ouais, c'est c'était le maximum en fait. déjà- Ah ouais. C'est c'était- pas 23. Non, c'est 32 en vrai. Tu peux, quand tu te mets en business class, Pour t'as- Thomas. t'as- Ah, mais pour monsieur Thomas, est c'est venu en pas le- business class, pardon. ouais, c'est la classe affaires là. Il a affrété un avion. Ouais, bah oui, c'est la traduction. Et t'as 32 kilos en fait. Et là, c'est 2 valises de 32 kilos. Donc j'avais 2 valises de 32 kilos. Je t'avoue que c'était assez lourd. Et donc le sac à dos, le sac à dos, 2 valises de 32 kilos. Il y a un cargo de 3 mètres cubes. Oh non. Tu gardes le meilleur pour la Bon, fin. là, on a les extrêmes entre Julien et Thomas. Ah, mais aussi, j'avais des meubles, j'avais toutes mes affaires. Non, mais Moi, des j'ai vraiment meubles, tout what the pris. Hein. fuck. J'ai vraiment tout pris. Non, mais ce c'est que ça j'avais en France, fait. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu as décidé d'emmener tous tes meubles plutôt que potentiellement les vendre avant de partir et d'en racheter ici. C'était quoi ta vision des choses à ce Mais moment-là? moi, je savais que j'allais pas revenir en France. Je Ok. savais que j'allais soit aller ailleurs si ça me plaisait pas, mais je ne reviendrai pas en France vivre à long terme. Ou peut-être je ferais des passages de temps en temps, mais c'était pas possible pour moi. Parce Ok. que moi, je Mais voulais vraiment t'étais- quitter la France. T'étais attaché à tes meubles, enfin tout ce que tu avais Non, en moi, j'ai France? pas de gros meubles, mais j'ai pris la télé, j'ai pris. Tu sais, j'avais pas envie de tout revendre. Donc, Et la télé, ça marchait avec un convertisseur? Ouais, ça marche. Il y a tout- en fait, il y a tout qui marche. Le seul truc qui marche pas, c'est tout ce qui est à moteur. Par exemple, le kitchenette que j'ai ici, je suis obligé de mettre un transformateur. Donc voilà. Et là, il faut un gros transformateur. Pareil pour le Dyson. D'ailleurs, je suis emmerdé avec le Dyson. Je peux pas le faire fonctionner à 100%. T'as ramené ton Dyson. Ouais, le Dyson, ouais. J'étais Oh con, d'ailleurs. non, mais c'est incroyable. Mais j'ai tout ramené. Après, j'ai ramené toute la cuisine. En fait, c'est parce que ma mère, depuis des années, elle préparait des affaires de cuisine, etc. Et tout. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir 2-3 cartons de cuisine. Donc, je suis arrivé, la cuisine était complète. Il faut dire que Thomas a une passion quand même pour la cuisine. Oui, Ouais. non, c'est vrai. C'est son deuxième.
Après, sinon, j'avais 2-3 trucs. J'avais des affaires supplémentaires, j'avais des coussins, j'avais plein de trucs. C'est là où Donc, j'avais t'avais quoi? T'avais un lit, un canapé? Non, ça j'ai tout acheté ici. Ah, ça. ok. Non, ça j'ai tout acheté ici. Ah, donc dans les 3 mètres cubes, pardon, il n'y avait même pas tout ça? Non, j'avais des enceintes, tu sais, que sur l'ordinateur. J'avais mon Non, mais des ordinateur, coussins. j'avais un ordinateur, j'avais le gros écran qui est juste derrière, 34 pouces là. Ok. Non, j'avais quand même pas mal de conneries en fait à droite à gauche. Bon, après, je me suis débarrassé quand même de certains trucs ici que j'ai pu vendre. Mais non, ouais, j'avais eu besoin de ça parce que j'ai vraiment tout pris avec, quoi. Ok. Et l'avantage, c'est que le cargo, tu peux mettre des couteaux, tu peux mettre tout plein de choses comme ça. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? Bah oui. Toi, Florian? Alors oui, c'est vrai que de mon côté, le cas particulier, c'est que je suis arrivé en pleine pandémie. Je suis arrivé en 2019 et... non, attends, pas 2020. Je suis arrivé en 2020 et à la base, j'avais un billet d'avion avec dedans d'inclus 2 valises de 23 kilos. C'était une offre spéciale pour les PVTistes, etc. Donc dans ma tête, je m'étais dit, ok, cool, j'ai 2 valises pour moi. Ça devrait suffire, j'ai des vêtements, j'ai un peu de produits tech, machin. J'avais quand même fait un tri avant de partir. Mes valises étaient prêtes et je l'ai raconté à plusieurs reprises d'ailleurs sur la chaîne YouTube. 2 jours avant mon avion, fermeture des frontières due au Covid. Donc là, je me retrouve bloqué en France et les règles changent. Donc déjà, il y a beaucoup moins d'avions. Les conditions pour rentrer sur le territoire sont différentes. Donc en fait, je me retrouve à avoir un avoir sur mes billets d'avion et cette compagnie-là ne fonctionne pas pendant plus de 6 mois. Donc je dois trouver une autre compagnie pour venir à la place. Et là, en fait, je peux avoir qu'une valise en soute pour venir. Je peux même pas en prendre une autre parce que c'est limité, etc. Et donc en fait, moi, je suis venu qu'avec une seule valise en soute et toute ma vie était dans une valise. Une valise plus mon sac qui était en cabine, tu vois. Mais donc ouais, j'ai dû faire énormément de tri en sachant que je pouvais même pas faire un aller-retour et revenir en France après avec une autre valise et tout. Là, tu pouvais même pas parce qu'en temps de Covid, c'était compliqué, ils limitaient les déplacements au maximum. Donc voilà. Tout était là. Abdel, tu es la personne qui est venue me chercher à l'aéroport. Ah ouais, c'est vrai. T'étais assez impressionné de comment j'avais rangé toutes mes affaires. C'était au millimètre pour qu'il y ait le plus de choses qui viennent dedans. Mais toute ma vie était là-dedans en fait. Et donc j'avais tout vendu, tous mes meubles avant en France. Et voilà. Et sur quels critères tu t'es basé pour faire du coup ta sélection ultime? En fait, j'ai fait une sélection au niveau des vêtements. Déjà, je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin, comme si je partais en vacances pour 15 jours. Et je me suis dit, 15 jours, en vrai, tu fais une rotation avec les lessives, ça suffit, tu sais. Et après, niveau électronique, c'est pareil. Je me suis dit, bon, j'ai quand même pas mal de matos tech. Je vais essayer d'emmener que ce qui est nécessaire. Je t'avoue que j'ai emmené un peu plus que ce qui était nécessaire, mais bon, j'en ai quand même laissé une bonne partie. Et voilà, globalement, c'était tout. Il n'y avait pas 10 000 choses à emmener. Hein. Quand tu fais le tour, tu as le minimum pour les vêtements. Et puis, ton téléphone, ton ordinateur, et puis c'est tout. Après, nous, parce qu'on est vidéaste ou qu'on aime bien l'audio et tout, on a des micros, des caméras et tout ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas ça, c'est largement faisable pour moi de venir avec une seule valise. Ouais, clairement. Tu vois, c'est pas... Si tu viens pas avec tes meubles, évidemment, c'est vraiment faisable. Et tu l'as montré avec... un sac à dos, t'as réussi à oui, faire. Puis il faut dire ici aussi que si c'est à Montréal que les gens viennent, il y a énormément de locations meublées. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc, Moi, je suis arrivé et dans ma tête, je me suis dit, je suis en PVT, je sais pas encore à quoi va ressembler mon expérience. J'ai pas forcément envie de prendre une location vide et de devoir tout acheter en sachant que si ça me plaît pas, je vais devoir tout revendre 1 ou 2 ans plus tard. Donc, je me suis dit, l'objectif, c'est de trouver une location meublée. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait et je suis arrivé. J'ai juste eu à poser mes valises dans l'appartement. Il y avait tout ce qui était nécessaire. La vaisselle, même les serviettes, les draps, tout ce que tu veux, tout était là. Juste ma valise, poser mes vêtements et puis c'était fini. Donc voilà, l'arrivée était assez simple quand même. Eh ben. Donc ouais, au final, on a quand même chacun des arrivées assez différentes finalement. Et ton histoire, comment t'as choisi le Québec, comment je choisis le Québec? C'était vraiment c'était un rêve de gosse de venir ici en vrai. Ça m'a toujours attiré. Et j'étais venu en vacances en 2016 ici, pareil un petit peu comme vous tous pour repérer les lieux. Et les 15 jours que j'ai passé ici, j'ai vraiment adoré. J'ai fait un tour du Québec, tout ça, et j'ai passé quelques jours à Montréal. Et ça m'a donné envie de revenir plus longtemps. Donc après, c'était trouver le bon timing et puis sauter le pas, quoi.
et avoir le PVT par la même occasion, parce que c'est pas super simple de l'avoir. Donc voilà. Et puis Le PVT, pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi. ouais, le permis vacances-travail. Alors si ça vous intéresse, je fais un petit peu d'auto-promo. Sur la chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo spécifique par rapport au PVT. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais pour expliquer ce que c'est et puis raconter justement plus en détail mon arrivée à Montréal. Donc voilà, mais le permis vacances-travail, c'est un visa qui existe dans plusieurs pays, pas qu'au Canada d'ailleurs, et qui te permet de passer 2 ans en général dans un autre pays, tout simplement, pour vivre une expérience, que ce soit pour travailler ou pour visiter. Ça, c'est un visa de travail ouvert. C'est peut-être ce qui est le plus C'est ça. intéressant parce Oui, que tout à fait. t'es pas bloqué avec Ouais. un employeur, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Qui n'est pas renouvelable, c'est ça? Qui n'est pas renouvelable. Non, c'est pas renouvelable. Mais en fait, depuis, ça fait pas mal d'années qu'on entend le message en France, c'est venez au Québec, c'est l'Eldorado pour le travail, machin, on recrute énormément, vous aurez quoi qu'il arrive du travail et tout. Est-ce que en vivant ici maintenant, vous pensez que c'est vraiment le Non. cas? Non. Ok. Non, parce qu'il y a plein de règles qui ont été ajoutées par la suite à tout ça. Tu sais, il y a des règles ça dépend de quel métier. Ça dépend de vraiment de quel profil tu as aussi. Il y a vraiment plein de conditions à avoir. C'est comme pour les études, tu vois, il fallait avoir un AEC ou un DEC avec plus de 1800 heures. Si tu es en dessous, tu n'étais pas compris dedans, etc. Donc il y a plein de choses qui sont bizarres. Et puis récemment, on a eu la même chose avec un des collègues qui travaillait avec nous, où justement, il a dû changer son visa. On doit regarder le visa bien en détail et on s'est rendu compte que finalement lui ne faisait pas partie de ça pour avoir le programme accéléré pour le Québec. Donc c'est vrai qu'il faut regarder tous les petits détails et depuis leur dernier changement, honnêtement, ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'énervement de plein de gens parce qu'il y a des gens, ça fait quand même depuis des années qu'ils sont là et finalement le métier dans lequel ils étaient, ça ne marche même plus. Donc, et c'est bizarre parce qu'il y a de la demande dans tous les métiers aujourd'hui et pourtant les métiers qui sont choisis ne sont pas forcément représentatifs de ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie. Ok. Ouais, donc en gros, on te dit viens au Québec, ça va être la vie rêvée pour toi, tu vas pouvoir travailler et tout ça. Et au final, quand tu arrives, alors oui, ça peut bien se passer au début, mais si tu as envie de rester plus longtemps, ça devient une galère juste au niveau des visas. Ouais, C'est long. clairement. Ça peut être très très long délire. et assez, on va dire, insécuritaire. Je sais pas si c'est un mot qui se En dit, fait- mais en gros, ta vie, elle est limite entre les mains du gouvernement et de leurs Exactement. décisions, quoi. Donc Exactement. j'ai vu pas mal d'articles qui disaient qu'il y a des gens, ça fait des années et des années qu'ils attendent d'avoir un statut de résident permanent et qui n'ont toujours pas les documents. Et c'est très opaque, en fait, la façon dont ça fonctionne au niveau provincial et fédéral. Je peux t'en parler. Hein. Ouais. Parce On que va moi, être c'est mon oui, cas. hein. Hein. Ah ouais? Ouais. J'ai commencé mes démarches en 2016, 2017 et j'ai toujours pas ma résidence permanente. Tu vois, C'est abusé. j'ai eu mon... Alors, en fait, moi, je suis passé dans la craque en plus parce qu'à un moment donné, on faisait... c'était sur mon projet Québec, je pense que ça s'appelle même, pour monter ton dossier. Fait que j'avais monté mon dossier au complet et je l'avais envoyé. Alors, attends que je me rappelle bien quand c'était passé. À ce moment-là, moi, j'étais arrivé à la fin parce que j'avais eu un visa d'études, ensuite un visa post-diplôme et mon post-diplôme était terminé. Donc là, je restais en implicite, c'est-à-dire que tant que tu quittes pas le pays, tu peux rester tant et aussi longtemps que, voilà, c'est ça, t'es là. Mais tu gardes les mêmes conditions que ton ancien visa. Et après, tu attends une réponse. Sauf que la réponse n'arrivait pas. Moi, je voulais retourner en France pour voir ma famille. Fait que je m'étais dit, c'est l'affaire de quelques mois, c'est correct. Donc, j'étais rentré en France à ce moment-là, perdant donc mon visa implicite. Et j'avais reçu un courrier comme quoi ils n'avaient jamais eu ma photo d'identité, alors que je sais exactement où je l'ai fait. Dans le magasin où je travaillais à ce moment-là, je sais que la photo a été fournie exactement comme ils l'avaient demandé. Donc, à cause de ça, ça avait niaisé pendant des mois. Et finalement, ils avaient ensuite changé de plateforme. On était passé sur Arima. Et ils avaient dit, du coup, tous ceux qui ont fait, là, mettons, dans les 2 dernières années, recommence à zéro. Et il y a des dossiers, en fait, ça avait fait scandale, qui avaient été pris, qui avaient été littéralement jetés à la poubelle. Donc moi j'en faisais partie, il y a plein d'avocats qui sont montés, qui ont dit mais c'est inadmissible, mais ils disaient oui mais on n'est pas capable de traiter, fait qu'on aime mieux s'en débarrasser. Bon alors après, si quelqu'un du gouvernement nous écoute et que je donne des mauvaises informations, écrivez-nous un petit commentaire, on reviendra là-dessus, mais moi c'est comme ça que ça avait été communiqué. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça avait été communiqué. Et finalement j'avais dit donc j'ai pas le choix, j'ai tout refait dans Arima. Et finalement, après encore une autre année, ils m'ont écrit en disant non, mais vous, ça faisait longtemps, finalement, ça n'avait pas de sens, qu'est-ce qu'on avait fait, donc on va considérer votre dossier. Et finalement, j'ai eu mon CSQ, genre il y a un an et demi. Donc, et là, depuis, ça fait plus d'1 an que je sais que moi, j'ai envoyé au complet mon dossier en Nouvelle-Écosse, à Sydney. Ouais.
Et j'ai attendu 1 an avant d'avoir un numéro de dossier. C'est-à-dire que je ne savais même pas si mon enveloppe s'était rendue. Et si tu appelles, ils te disent vous avez un numéro de dossier? Non, justement, j'essaie de savoir. Tant qu'on vous a pas donné un numéro de dossier, on peut rien vous dire, monsieur. Et là, après 1 an, finalement, j'ai eu un numéro de dossier. Et là, depuis, j'ai pas plus d'informations que ça. Bah, Ok. ça va reprendre encore un an. Donc, non, c'est ça. C'est ça. C'est la folie. Alors trop long. qu'en passant, et je donnerai pas de nom, mais j'ai une amie qui a fait la demande 2019 à Ottawa. Elle a déjà sa résidence permanente. Bah, mon cousin. Puis ça mon fait un cousin an est à qu'elle l'a. Ottawa, il l'a déjà alors qu'il est arrivé. En même pas un an, l'année tu l'as. Au complet. Tu fais tout. Tu fais le provincial, le fédéral en 1 an. Alors c'est qu'au ça, Québec, ce ça fait. qu'il faut préciser quand même, c'est que le Québec est une province vraiment particulière et assez, je sais pas comment on dit, protectionniste, mais ils ont une Indépendante du Canada. Ouais, vraiment. c'est ça, c'est très indépendant. Et la méthode n'est pas du tout la même, ce qui fait que les délais au Québec sont beaucoup, beaucoup plus longs que dans d'autres provinces. Il y a un palier supplémentaire en fait. Ouais, mais ce qui est quand même étonnant, parce que l'Ontario est aussi une province qui pourrait avoir ses propres règles, mais finalement, non, eux, ils passent directement au niveau fédéral. Il n'y a pas tout ce truc de... C'est un choix national. sélection. Après, est-ce qu'il y a il y a probablement plus de demandes d'immigration au Québec? Le Québec attire pour une je raison suis quand pas même. si sûr. Hein. Je sais pas. En tout cas, Nous, c'est parce qu'on le voit d'un point de vue français, Ouais. mais peut-être que dans d'autres provinces, il y a énormément d'anglophones qui veulent aussi immigrer, tu vois. Ouais, Enfin, c'est un genre, bon j'ai point. pas les chiffres du tout, mais... C'est un bon point. Mais là, on parle beaucoup de PVT, donc les PVT sont déjà ouverts à certains pays, pas à tous les pays. Déjà, c'est vrai. Moi, je pense que le Québec est beaucoup plus achalandé en termes de demande. Et puis Montréal, parce que les gens qui immigrent au Québec, 90% du temps, et je suis gentil, ils immigrent à Montréal. Ouais. Je pense que déjà, si j'avais immigré en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, ça aurait probablement été plus rapide. Parce que tu dois pas passer, et ça doit pas tomber sur les mêmes bureaux. C'est un guess là, mais Tu crois ouais, moi, parce que tu peux le dire où est-ce que tu veux, travailler, Ouais, mais où tant est-ce que que c'est tu veux dans la habiter. même province. Moi, je pense qu'ils y vont aussi avec les besoins parce que, alors, il y a certains métiers, on Ouais. parlait tout à l'heure des métiers. Si tu es dans le jeu vidéo ou dans la 3D ou quoi, ben là, tu as des compagnies qui te déroulent le tapis. Hein. Et j'ai des collègues ils sont déménagés, tout payé, le déménagement, la famille, Oui, bien mais temps. ça on ne... s'occupe de Ça, tout. Ça, c'est de implique l'expatriation. pas- Ça implique pas que tu vas avoir ta résidence permanente plus rapidement. Ça Ouais. va faciliter Ouais, t'as un ton visa arrivée de ici, travail, mais c'est vrai. tu vas toujours être bloqué. Si tu dois rentrer en France et que tu es dans un visa un petit peu particulier, tu vas être, ça va être compliqué, tu vois. Bah, dans ce cas-là, ça va être un visa fermé par rapport à une boîte Ouais. en particulier. Et puis, Mais t'attends. encore une fois, ce système de visa fermé, ça implique que tu as envie de rester dans une entreprise pendant pas mal d'années. Si tu as un profil un peu plus indépendant, entrepreneur, ça marche pas, tu vois. Non, Ouais, c'est ouais. clair. Donc là, tu te retrouves vraiment en galère finalement. Ouais. Donc c'est différent. Mais bon, là, dans notre cas, on est tous Tranquille. salariés, donc On est tous ça sans va. papier. Fait que ça... Tous sans Bah, papier. Mais pour quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, il est vraiment pas libre de ses mouvements, quoi. Et si on met de côté la partie administrative, comment vous vivez votre côté professionnel Mais moi, honnêtement, alors, du coup, où j'avais un peu tiré un trait sur l'idée d'être ingénieur ici, parce que, pour le coup, tu l'as dit tout à l'heure, Abdel, qu'il y avait un protectionnisme dans les métiers. Il y a des ordres de métiers. Donc, les ingénieurs, par exemple, il aurait fallu que je repasse des concours. Mais moi, entre-temps, c'est ça, j'avais voyagé, tout ça, j'étais plus du tout dedans au moment où j'ai voulu m'établir. Donc, j'avais un peu abandonné cette idée-là. Mais en gros, c'est bizarre parce que quand je suis arrivé à Montréal, je rencontrais plein de Français qui partaient, qui rentraient genre en France après. Généralement, c'est 5 ans. Il y a un mur à 5 ans là. Donc, et les gens me disaient, ah, tu vas voir, en fait. Là, on est en quelle année C'était 2011, 2012. Et ils me disaient, ah non, mais tu vas voir, en fait, le Québec, c'est pas ce que tu penses. Ils étaient désabusés, littéralement, quoi. Ils étaient, en fait, la France, ça défonce, on a un bon système de santé. Ça revenait souvent, l'histoire du système de santé. Et je voyais plein de Français qui partaient. Et en fait, ça m'avait interrogé parce que je me suis dit, mais est-ce que j'aurais le même constat Est-ce qu'ils, tu sais, à quel point ils ont réussi à s'intégrer aussi? Je pense que c'était un vrai défi. Alors après, pour avoir eu l'opportunité d'en connaître certains, j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient pas bien intégrés, à mon avis. Parce Ils habitaient qu'ils à Montréal. Ils habitaient sur le plateau. Non, mais c'est même pas. C'est ça. Non, mais voilà. ça devient un canular. Mais tu sais, ils habitaient sur le plateau, ils allaient dans des bars tenus par des Français et ils sortaient qu'avec des Français. Et en fait, moi, quand j'ai vu, ils m'avaient proposé de rejoindre leur réseau, ils pouvaient m'aider à trouver un emploi. Et c'était super sympa, je les ai remerciés. Mais j'ai senti tout de suite le traquenard. J'ai dit non, non, je vais me débrouiller tout seul. Et moi, c'était super important. Je devais être en colocation avec des Québécois, je devais travailler pour des Québécois, et parce que sinon c'est trop facile. Je pense que tu l'as dit au début, les attentes qu'on a envers notre pays d'accueil font en sorte qu'on fait des choix qui sont complètement différents. Probablement que ces gens avaient des attentes complètement différentes et n'avaient pas un souhait de
de vivre avec la société québécoise. C'est ça, la vraie s'intégrer dans la expérience, quoi. société québécoise, je veux dire. Et puis même, moi, je voulais découvrir le Canada au complet. En fait, je pensais même pas rester au Québec, bien honnêtement avec vous. Là, j'étais plus attiré par la partie anglophone. Et en fait, pour avoir voyagé du coup dans les 10 provinces, plus le territoire du Yukon où je me suis établi quelques mois, finalement, je suis revenu au Québec, mais sachant, c'était pas un choix par défaut, parce qu'il parle français. C'était vraiment un choix parce que culturellement, j'avais trippé. Montréal, c'est une ville qui est extraordinaire, etc. Et puis la confluence des langues aussi, je trouvais qu'au niveau culture, c'était un peu l'Europe et l'Amérique du Nord aussi qui se mélangeaient. Moi, c'est tout ça qui me plaisait. Mais du coup, au niveau emploi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une facilité à faire ce qu'ils appellent des job-in. Donc, c'est n'importe quel type d'emploi. Et vraiment, hein, j'ai travaillé dans une scierie, j'ai travaillé dans un hôtel, j'ai fait toutes sortes de petits emplois. J'ai travaillé dans le Snow Village. Je sais pas je pense qu'ils l'ont fait juste une année ou peut-être 2 années. Donc, c'était la première année. C'était des Québécois qui étaient venus sur l'île de l'île Sainte-Hélène, je vais y arriver. Ils avaient construit un village, un hôtel en neige et en glace. Et moi, je travaillais là. Puis avec un ami, et c'était vraiment improbable comme job, là, parce que tu sais, c'est comme on préparait la neige pour que les gens tombent pas, tu sais, c'était trop bizarre comme métier. Mais on m'a jamais rien demandé, en fait. On m'a jamais rien demandé. Et même dernièrement, quand j'avais présenté mon CV, donc pas dans l'emploi actuel, mais celui d'avant, quand ils avaient vu mon CV avec tous mes voyages et mes expériences, je me rappellerai toujours, elle m'a dit ton CV, on dirait l'auberge espagnole. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que c'est un compliment? Comment ça marche? Et en fait, elle m'a dit, oui, nous, on valorise vraiment quelqu'un qui a des expériences, alors qu'en France, on cherche la cohérence absolue du CV. Ouais. S'il y a un trou de 3 mois dans ton CV, il y a un ça trou de marche 3 pas en mois, il France. faut que tu justifies. Ouais. Explique-moi pourquoi tu es ingénieur, mais en fait, après, derrière, tu as travaillé dans une scierie, je comprends pas. Et c'est pas valorisé ici. Donc, moi, j'aime mieux l'approche professionnelle au Canada pour ça. Basé sur l'expérience. Basé sur l'expérience. ce que plus ouvert Et d'esprit, on te donne ta là-dessus. chance. Après, si tu fais pas le taf, on va te dégager facilement aussi. Donc, je pense que c'est dans les deux sens. Mais, En fait, c'est important de mentionner le point que tu viens de dire. Le marché est très dynamique dans le sens où tu pourrais être viré en fait à 9h le matin du jour au lendemain. Ouais. pour x, y raison parce que l'économie et te retrouver un autre emploi l'après-midi dans une autre boîte. Le marché est très très dynamique. Donc quand tu dis tu peux virer facilement, ça va probablement choquer les gens qui nous écoutent en France parce qu'en France c'est beaucoup plus compliqué puis et puis ça se fait pas alors qu'en fait ça rend le marché très dynamique dans le sens où tu peux adapter justement tes besoins. Enfin, je veux dire, ça permet d'adapter ses besoins et être capable aussi de trouver un emploi rapidement. C'est ça, Après, ça la partie qui est il y a importante. quand même une sécurité de job quand même. Je veux dire, c'est quand tu passes les 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans dans une boîte, Oui, c'est t'es sûr. pas aussi facilement... tu Et peux pas te encore, faire renvoyer ça facilement. dépend les métiers. c'est très- ça dépend c'est les très métiers. facile. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même beaucoup plus de suivi à faire avec la Il y a personne qui va la envoyer notion les de dossiers, package, etc. mais Voilà. si tu n'es pas satisfait du travail de quelqu'un, Exact. c'est pas comme en France, ça prend un délai à Voilà. prévenir la Oui, non, personne. c'est sûr, c'est sûr. Ici, ça se fait sur le coup, il n'y a aucun problème, mais il faut pas le voir de ce côté-là. Il faut le voir du côté que quand tu fais un bon travail, quand tu apportes de la valeur dans une boîte, il n'y a aucune raison pour que ton employeur te mette dehors. Et puis, Sinon, ils vont vouloir te garder, même à la limite, ça va être un salaire plus compétitif, il va y avoir des avantages, il va y avoir... Mais je trouve que aussi au Québec, ce que j'adore et ce que j'ai vu chez énormément de monde, c'est la possibilité d'évolution, franchement, de monter c'est clair. facilement. C'est incroyable. Je sais que moi, en France, jamais je serais monté aussi vite comme je l'ai fait là. C'est impossible. C'est impossible. et ça, je le confirme, j'ai vécu aussi la même chose. Il y a des fois, je suis rentré dans des boîtes pour un poste en particulier. J'ai fini par créer mon propre poste dans ces boîtes-là. J'ai grandi dans ces boîtes-là et c'est fou comment on peut très rapidement accéder à des postes de responsabilité. Et puis, Je me rappelle à Calgary, j'avais rencontré un ingénieur du coup qui sortait de l'école et il me racontait qu'il était gérant d'un bureau d'études et il gérait des ingénieurs qui avaient 40, 50, 60 ans. Et lui, il sortait de l'école et je lui disais, mais comment c'est possible, tu vois, dans ma tête de français, ça marchait pas. Et il me disait, en fait, c'était hyper pragmatique. Il disait, mais du coup, j'ai été formé sur des logiciels hyper récents que je connais et pas eux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu le poste. expérience. Et c'était correct, tu vois, c'était correct. Et on lui proposait un emploi dans le nord du Saskatchewan à 80, 100 000 $ par année. Il commençait, le gars. En France, tu cancelles ton projet, c'est impossible. Si tu n'as pas 50 ans, déjà, c'est quasiment... C'est à l'âge, tu vois, plus qu'à la compétence. L'ancienneté dans l'entreprise, qui tu connais aussi, c'est super important. Et aussi, quand on recrute, moi, pour mes équipes, je regarde jamais le diplôme. En fait, moi, personnellement, on m'a jamais demandé mon diplôme. Moi non plus. On m'a jamais demandé mes diplômes, on m'a jamais demandé de justifier quoi que ce soit.
J'avais fait l'effort d'adhérer à l'ordre des ingénieurs à l'époque, mais ça fait plus de 6-7 ans que j'y suis plus parce que c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de faire partie de l'ordre des ingénieurs pour travailler en tant qu'ingénieur. Je veux dire, il n'y a pas le titre, mais il y a d'autres rôles, il y a d'autres métiers qui vont être différents, mais on va avoir les mêmes responsabilités. C'est juste qu'un ingénieur dans certaines industries comme la construction, c'est nécessaire parce que ça certifie des documents, des projets et ce qui suit, mais c'est pas nécessaire. Et encore une fois, les diplômes ne sont pas vraiment le premier critère de sélection. C'est vraiment l'expérience. Quand on regarde le CV, déjà les CV ne sont pas faits de la même façon. Donc on met en valeur son expérience plutôt que son éducation. Et souvent, le clic se fait dans les entrevues. Donc on va poser des questions, la personne va partager son expérience et ça va cliquer. Et l'avantage quand j'ai dit que le marché était dynamique, si la personne ne fait pas le travail, au bout de 2, 3, 4 mois, un temps raisonnable, c'est ça, voilà. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une hiérarchie plus horizontale au Québec par rapport à la France? Énormément. Dans des grosses entreprises eux-mêmes? Ouais, énormément. Moi, j'aime beaucoup cette façon de... Des gens, tu tutoies tout le monde. Déjà. Tu tutoies ton plus 2, N plus 2 ou quoi que ce soit. Tu peux aller boire un verre avec lui. Et je pense que il y a aussi... j'ai toujours eu, en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé pour des gens qui étaient assez habiles entre les deux. C'est-à-dire je suis quand même ton responsable, mais on est capable d'aller prendre une bière ensemble et rigoler. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est, en tout cas moi, que j'ai réalisé ici. J'avais tendance à, quand tu arrives donc au Canada ou au Québec et tu cherches un emploi, où est-ce que tu regardes, tu sais? Et il y a des annonces, en fait, il y a des sites qui publient les annonces, mais ce qu'on m'avait dit assez vite, c'est que la plupart des annonces sont jamais publiées. Alors je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais c'était énorme, c'était genre 70%, et ils parlent vraiment d'un espèce de réseau souterrain. Donc quand j'étais arrivé à Montréal, je m'étais dit, bon, cancel les annonces. En fait, il faut que je rencontre des gens. Et ça marche par le réseau. Donc, en fait, fais-toi un réseau avant toute chose. Et je me rappelle, alors bon, j'étais jeune, j'étais célibataire. Fait que je m'étais dit, allez, pendant 3 mois, je sors. Donc, à tous les jours, je sortais. J'allais dans des soirées, des rencontres, des événements. Je faisais beaucoup de... des rencontres. On avait parlé des langues, des meet-up, exactement. Je pratiquais l'anglais aussi parce que je voulais devenir bon là-dessus. Et en fait, mon premier emploi que j'ai eu donc au Snow Village que je vous parlais tantôt, c'était dans un Polonais. C'est un Polonais qui m'avait, Marek, qui m'avait appelé un soir. Lui, on s'était rencontrés dans un échange de langue. Et voilà, c'était genre 21h, j'étais chez une amie, on regardait un film. Et il me dit, tu cherches toujours un emploi, viens. C'est genre, tu commences à 11h du soir. Donc littéralement le jour même, attends, je vais chercher mon manteau parce que c'était l'hiver à ce moment-là, il faisait super froid. Donc voilà, je pense que, et c'est pas une anecdote isolée, j'ai beaucoup entendu de gens qui ont eu leur emploi parce qu'ils connaissaient un tel, qui les a référés sur le poste ou quoi que ce soit. C'est que ça. Et beaucoup de Français qui viennent au Québec parce que justement, ils ont des contacts bien installés ici au Québec et qui vont partager leur CV avec des collègues à eux, avec des amis, des voisins, des proches. Puis voilà. Le réseau, c'est très, très important. Construire son réseau. Aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, plus simple, plus facile avec les outils qu'il y a, avec LinkedIn, avec les meet-up et tout ça. Mais moi, je peux te dire qu'il y a quelques années, c'était pas très simple. Donc, il fallait vraiment exactement ce que tu as fait. Il fallait vraiment sortir. Il fallait vraiment aller rencontrer des gens sur le terrain. Et c'était pas simple de les trouver parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, t'intégrer à un nouveau groupe, c'est pas la chose la plus simple. Donc, il y a énormément de Français qui ont frappé ce mur, justement, et qui se sont arrêtés là, mais il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut continuer. Et il faut parler de ton projet, en fait. Il faut que les gens ils t'associent à ton projet. Moi, en fait, personnellement, ce que j'avais fait à l'époque, une bonne partie de mon réseau d'aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à la Maison Notman. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où toute la tech de Montréal se réunit. Je pense que je suis arrivé dans la première ou la deuxième année où la Maison Notman a été ouverte. Et j'y allais, les week-ends en fait. J'y allais, je rencontrais des gens. Il y avait des hackathons. Des fois, je me rappelle la première fois quand je suis arrivé, je connaissais personne. Je me suis inscrit dans une équipe. On avait fait un hackathon. Et déjà, je m'étais fait un groupe d'amis, collègues que je connais aujourd'hui. Et cette maison-là, cet endroit-là, il y a des gens qui sont sortis là. C'était incroyable. Je parle de gens qui sont aujourd'hui à la tête de boîtes qui valent des millions de dollars. Toi, Thomas, je sais que tu étais étudiant quand tu es arrivé et que tu t'es trouvé un job à côté. Comment tu t'es débrouillé? Tu avais déjà des contacts en arrivant ou tu as démarché? Comment ça s'est passé? Pas du tout. En fait, c'est plus...
Du coup, mon ex-conjointe qui était ici, qui a commencé à travailler dans un magasin de photos, dans la location, qui par la suite a su qu'il y avait un poste qui se libérait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement envoyé des CV. Après, c'est sûr que j'avais postulé à droite à gauche avec des CV, mais j'avais pas eu trop de réponses. En même temps, ça faisait 1 ou 2 semaines, même pas, que j'étais arrivé. Et finalement, il s'avère que j'ai eu une réponse assez rapide. Donc après, j'y suis retourné quand même plusieurs fois pour les relancer parce que c'était en stand-by à chaque fois, parce que c'était dans le rush, etc. Mais moi, j'ai montré que j'étais motivé. Et c'est vrai qu'ils m'ont pris tout de suite Ok. là-bas. Et puis voilà. Ouais, donc t'avais quand même un point d'entrée dans l'entreprise. Il y avait quelqu'un que tu connaissais qui était Exactement, déjà c'est employé, ça. ce qui t'a permis d'entrer plus facilement. Exactement. Ok. Ouais, donc on en revient toujours au réseau. Alors là, c'est un réseau très proche, C'est ça. mais c'est ce qui t'a permis plus facilement d'entrer. Exactement. Ok. Exactement. Très Mais si on reparle de réseau, par exemple, encore aujourd'hui, dès qu'on voit certains noms qu'on connaît, d'autres magasins, etc., Mhm. de la concurrence c'est et juste tout, du réseau, hein. c'est juste du réseau en Ouais. fait. Il y a Ouais. beaucoup d'industries où le milieu est finalement très petit. C'est ça. Et les Ah gens, bah. on les retrouve d'une entreprise à l'autre. Ça navigue. Je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Peut-être, même si toi, c'est des industries un peu plus grandes, Abdel, ça doit être assez similaire. Ouais, exactement. On regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs, que ce soit des boîtes qui sont pas très loin dans la région, dans une industrie similaire ou des fois même chez la concurrence. On a parlé d'immigration. Ça fait plus ou moins longtemps qu'on est ici, tous. Est-ce que vous êtes heureux ici au Québec? Est-ce que vous recommandez à des gens qui ont le souhait de s'expatrier? Est-ce que vous recommandez le Québec, le Canada en règle générale? Moi, je le recommande, c'est sûr. Si vous avez vraiment envie de venir, tout ce qu'on a discuté, les difficultés sur les visas, il faut pas s'arrêter à ça en fait. C'est des problèmes qui vont se gérer au fil de l'eau. Il y aura des solutions et vous n'êtes pas le premier Français à vouloir immigrer. Donc il y a toujours aussi des ressources qu'on peut aller chercher. C'est beaucoup plus facile, je pense, aujourd'hui d'immigrer à ce niveau-là. Après, comme on a recommandé avec Abdel, je pense que c'est cette idée de venir avec le moins d'attente possible pour se laisser surprendre. Et il y a de grandes chances que ça soit même plus favorable que vous pouvez l'imaginer. Et je dirais aussi, dernier conseil, de ne pas rester coincé sur le Québec. Parce que, et même si à la limite on est français et qu'on est peut-être réticent à parler anglais, il faut rappeler qu'il y a des communautés francophones à travers tout le Canada. J'ai parlé français au Manitoba, au Yukon, au Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse. Vous avez les Acadiens, les Franco-Manitobains et compagnie. Donc en fait, vous pouvez toujours trouver une communauté dans laquelle vous allez pouvoir continuer à pratiquer votre langue et en tout cas découvrir une culture qui est vraiment intéressante. Et après, si vous choisissez le Québec, ça sera encore une fois pas un choix par dépit, mais vraiment parce qu'il y a des vrais arguments qui vous donnent envie de rester. Et d'un point de vue personnel, bon, ça c'est un peu ressenti dans ton discours, mais j'imagine que tu es heureux de ton expatriation. Oui, non, absolument, c'est clair. Après, tu vois, d'être retourné en France, j'ai redécouvert certaines choses en France. Après, je pense que c'est le fait que ma famille soit là-bas aussi. Plus je vieillis, plus pour moi ma famille, et ça devient important. Quand j'avais 23-24 ans, c'était moins grave de les voir une fois aux 3-4 ans. Là. Mais là, ça devient un peu plus important pour moi de vraiment les voir sur une base plus régulière. Alors là, le côté justement, Québec, on n'est pas loin de la France, c'est facile de voyager, prendre un avion. Donc pour moi, ça, ce côté-là, il est important. Ok. Donc, mais vivre entre les deux, ce serait l'idéal pour moi. Ok. Thomas? Ouais. Est-ce que tu es heureux d'être là? Est-ce que tu recommandes à d'autres Ouais. personnes de faire Je suis vraiment heureux d'être ici. déplacement? Je suis vraiment heureux d'être ici et honnêtement, c'est exactement comme je l'attendais. Après, vraiment, le petit conseil que je peux donner aussi, c'est vraiment sûr d'arriver en vouloir vraiment il faut vraiment vouloir s'intégrer en fait ici et ne pas rester à 100% français. Je veux me mettre sur le plateau, je veux rien apprendre du Québec, etc. C'est quand même, on a quand même un super beau pays ici. Il y a plein de choses à découvrir et tout, donc il faut vraiment bien s'ouvrir là-dessus. Ouais. Et Après, juste niveau intégration, est-ce que vous trouvez ça simple de rentrer en contact et assez proche, et d'être assez proche avec des Québécois? Ouais. Et de quelle manière comment ça s'est passé? Ça commence par des collègues. Ouais, mais alors dans le cas où tu vois, typiquement, je suis dans une entreprise anglophone, il y a très très peu de francophones avec moi, ou alors ils sont plus âgés, etc. Donc c'est compliqué de se faire des potes québécois vraiment, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, tu as les bars. Après, faut pas oublier que les gens ils sont extrêmement ouverts. Tu peux parler à vraiment qui tu veux dans un bar. C'est vraiment très 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 ouvert. Et puis même là, par exemple, si
je te parle de mes collègues à moi, pour moi, mais par exemple, un jour, je vais arriver dans un parc, il y aura mes collègues qui sont là, on va chiller tous ensemble. Il y aura Julien. Regarde, aujourd'hui, tu connais Julien parce que voilà, il est venu à une soirée, etc. Et aujourd'hui, on est tous ensemble, tu vois. Mais on est tous Donc, français. non, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mauvais exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que Julien, il va arriver avec d'autres personnes, tu vois. On parlait de William, etc. Non, Peut-être Ouais, pour un c'est autre les podcast. amis d'amis. Voilà. Au final, tu Puis ça rencontres se des fait tout seul. Québécois. Ça, c'est encore un réseautage. Ouais. Mais ça se fait très bien, honnêtement. Oui, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de Français qui disaient ouais, c'est pas possible de se faire ami avec des Québécois, etc. Mais Ouais. non. Moi, je n'ai jamais compris cette phrase-là. Je suis comme, non. Mais ce n'est pas simple de se faire un nouvel environnement dans un nouveau pays. Mais voilà, Mais oui. faut faire les bons gestes. Faut être généreux de son temps. Il faudrait approcher les gens. Il ne faudrait pas rester dans son coin et dire les gens ne sont pas ouverts. Il faut faire le premier pas. En C'est fait, ça. je pense qu'il y a aussi peut-être un... C'est très culturel en fait. Je pense qu'ici, les gens sont vraiment sympas. De façon générale, tu peux parler à un inconnu et il va être full sympa. Et en France, ça dépend d'où tu viens, mais les gens sont pas si sympas que ça de base. Donc en fait, c'est des réactions, moi c'est l'analyse que j'ai eue, mais c'est des réactions qui sont ultra friendly. Fait qu'en fait, on se dit, ce gars-là, voilà, il me parle, il est trop cool. En fait, c'est mon pote, quoi. Et en fait, non, il te connaît pas, tu vois. En fait, toi, tu arrives de France, tu étais à l'école, tu as grandi, tu as étudié, donc tu as ton réseau. Tu arrives dans un pays où tu n'as pas de réseau. Puis eux, ils ont déjà leur réseau, ils n'ont pas besoin de toi en tant que tel. Fait qu'à moins que tu sois vraiment un gars sympa, puis qui t'implique dans ta communauté, dans ton entreprise, peu importe, il faut qu'ils aient envie de traîner avec toi. Donc, il faut être juste un humain sympathique et intéressé aussi. Abdel, de ton côté? Alors moi, je considère Montréal comme mon point d'ancrage, même si j'ai des projets d'expatriation dans quelques années. Je considère que Montréal, c'est mon HQ. Donc peu importe où je vais dans le monde, ça reste l'endroit où je me sens le mieux aujourd'hui. Mais si quelqu'un veut faire le saut et venir au Québec ou Montréal en particulier, moi je lui dis vas-y fonce, vis l'expérience. Découvre les choses par toi-même et il faut pas trop écouter ce que les gens disent. Faut venir essayer. Voilà, faut essayer. Ouais, ça commence par un petit voyage. Je pense que tout le monde a fait le même pattern. On commence par un petit voyage au Québec et on retourne en France pendant 2-3 ans, le temps que le côté administratif soit prêt. Et voilà. Toi, Florian? En fait, moi, j'ai l'impression que c'est assez particulier dans le sens où je suis arrivé en pleine pandémie et que mon immigration a été un peu compliquée à cause de ça, parce que j'ai jamais vécu Montréal ou le Québec en règle générale à l'état normal. Il y a toujours eu ces restrictions, bars et restaurants fermés, des confinements ou des couvre-feux, des choses comme ça. Et alors, c'est pas forcément l'excuse ultime, mais je veux dire, j'ai l'impression de pas avoir vécu l'expérience auquel je m'attendais quand même. Donc, si t'as kiffé maintenant, quand j'ai- ça va oui. redevenir le Québec Mais normal, c'est ça. t'es pas En prêt. fait, T'es pas prêt. étonnamment, alors la première année, je pense qu'il y avait aussi l'excitation d'arriver dans ce nouveau pays et que j'avais quand même des grosses attentes et j'ai adoré ça. Mais il y a quand même cette frustration là au bout de la deuxième année qui commence et je me dis putain, j'ai encore pas vécu la vie normale Les ici festivals. et j'ai juste trop envie que ça arrive quoi. Et donc c'est un peu là cette frustration que j'ai en ce moment, c'est de me dire ça va faire 2 ans que je suis là et au final je suis toujours pas à 100% dans la vie que je pourrais avoir en fait. Et j'ai vraiment très hâte que ça se débloque. Je pense que vous aussi, mais ouais, cet été, je pense que ça va se débloquer et tu vas pouvoir un peu vivre. Je te le souhaite, puis tu vas l'apprécier d'autant plus. Oui, c'est ça, carrément. Et puis de toute manière, même si tu serais resté en France ou quoi que ce soit, tu n'aurais pas eu l'été de ta vie là-bas. Bien sûr, les mêmes tout à conditions fait. qu'ici, donc, mais là, en sachant que j'avais ce projet depuis longtemps de venir ici, pile au moment où j'ai ce projet qui se mauvais concrétise, timing. carrément mauvais C'est clair. timing, il y a cette pandémie, donc c'était assez compliqué. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont pour projet d'immigrer ici, qui pensent arriver dans les semaines, mois à venir, etc., on est tous ici à Montréal, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, ou peu importe, ou sur les commentaires YouTube. Et puis peut-être qu'on pourra se prévoir un verre tous ensemble. Ça pourrait L'invitation est être lancée. intéressant de discuter Exact. tous ensemble en vrai à Montréal. Et puis, comme on a dit, le réseau c'est important, donc C'est ça. ça serait l'occasion de vous rencontrer.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de notre expérience. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire éventuellement, mais on réservera ça pour ceux qui seront autour d'un verre. On fera un follow-up dans un an. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé, Flo, l'été à Montréal? Les gars, merci beaucoup pour tous vos retours d'expérience. Super intéressant. Et puis, j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou à nous laisser un commentaire sur YouTube. Et puis, d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans vos poches. Ciao tout le monde. À bientôt.